La Russie, à présent, Vladimir Poutine a inauguré un nouveau sous-marin nucléaire lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dans la ville de Severodvinsk. C'est un tout nouveau croiseur sous-marin nucléaire, lanceur de missiles de 4e génération. Il est équipé d'un moderne. Il se caractérise, selon Kremlin, par une grande maniabilité et une furtivité acoustique. On voit déjà sa carte d'identité, mais on la commentera tout à l'heure avec vous. D'ailleurs, Général, on va écouter tout d'abord le président russe. Il s'agit du 5e porte-missile de série du projet Boraï-A, qui a été livré à la marine au cours des 6 dernières années. Ces navires constituent la base des forces stratégiques de la marine. Compte tenu de leur modernisation, ils assureront la sécurité de notre pays au cours des prochaines décennies. Nous réaliserons pleinement les projets de création d'une marine moderne. Nous assurerons la sécurité et les intérêts nationaux de la Russie dans toutes les régions de l'océan mondial. Il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet. Voilà, on fait le point avec vous. Général, ce sous-marin, est-ce que c'est le nouveau fleuron de la marine russe ? Alors c'est un nouveau fleuron peut-être, mais c'est surtout, cela veut dire que la poursuite de la remise en ordre de la marine russe se fait. Oui. Un sous-marin, comme ça, il faut 10 ans pour le construire. Donc on est bien avant la guerre en Ukraine. Donc c'était un plan de longue date, mais qui correspond, si on se dissociait du conflit en Ukraine, ça correspond simplement au réarmement de la Russie, de la remise en état d'une marine qui effectivement avait peut-être été négligée. Et on revient d'ailleurs à ce qui avait eu lieu dans les années 80 avec l'amiral Gorchkov, qui lui avait pour objectif de faire de la marine soviétique l'équivalent de la marine américaine, parce que la marine américaine c'était quand même la puissance navale et la Russie est une puissance continentale terrestre. Donc aujourd'hui, ce que fait Poutine finalement, c'est qu'il remet en route cette notion de marine russe qui peut tenir la mer et océanique notamment. Et puis indirectement, je pense qu'il y a 2 faits qu'on peut retenir. Le premier, c'est qu'il efface indirectement la défaite en mer Noire face aux Ukrainiens, parce que la flotte russe quand même a été complètement défaite, quoi qu'on puisse en dire. Oui. C'est une réalité. Et deuxième point, il rappelle quand même le poids de la stratégie nucléaire, de la dissuasion nucléaire russe, avec cette capacité à frapper partout où la Russie le souhaiterait si elle était agressée. Donc c'est encore la remise en avant de la dissuasion nucléaire. Et à la limite, ce que l'on voit là comme présentation d'un nouveau matériel, elle peut être décortiquée de différentes façons. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on met un sous-marin à l'eau ? On fait exactement la même chose. Le président de la République se déplace parce que ça fait partie de la stratégie majeure d'un État pour sa protection. Donc si on le dissocie du conflit ukrainien, je dirais que c'est presque normal de mettre en valeur cette dissuasion nucléaire par des nouveaux matériels. Maintenant, si on le relie au conflit ukrainien, c'est un message, je continue à m'armer et donc d'être capable de me défendre si j'étais agressé, parce que c'est le discours qui est tenu par Poutine. Effectivement, et c'est un sous-marin qui est donc intégré dans la flotte Nord. Dans la flotte du Nord, il doit incarner, effectivement, vous le disiez, la dissuasion nucléaire russe dans l'Arctique. Et Magali, ce message n'est pas anodin, effectivement, un message qui est adressé à l'Occident. Bien sûr. Alors d'ailleurs, le nom qui a été donné, Pozharsky, je suis allée regarder, c'est un prince russe, un héros militaire russe du XVIIe siècle qui avait libéré Moscou, dit-on, des envahisseurs polonais et lituaniens. Donc vous voyez, le message, il est directement adressé, en effet, à l'OTAN, en fait, quand ce nom-là est donné. Et ça montre, en effet, la volonté de démontrer sa puissance, en fait, au reste du monde. Alors, remettre, évidemment, une pièce dans la dissuasion nucléaire et permettre à nouveau de parler et de mettre en avant cette menace. Et puis, c'est une façon de montrer pour Vladimir Poutine à quel point, justement, après les déboires de la flotte russe en mer Noire, il est en train de la remettre à niveau pour concurrencer en fait les autres puissances maritimes mondiales. Et c'est pas anodin. Il fait cette inauguration de ce sous-marin au moment où il y a un exercice. Oui, on voit les images d'ailleurs. On voit les images, tempête de juillet justement, où là ça se passe sur 4 mers différentes, où il a déployé 150 navires, 120 avions, 15 000 militaires. Donc il y a déjà en plus une démonstration de force concrètement avec ces exercices militaires, et ça se double donc en parallèle de ce nouveau sous-marin à lanceur d'engins qui est donc inauguré par Vladimir Poutine. En Arctique, on est vraiment aussi dans cette volonté, oui, d'adresser un message à l'Occident, de réaffirmer sa force et sa dissuasion.
Michel Jasansky. C'est aussi la fêlure égotique que corrige aujourd'hui Vladimir Poutine. Lorsqu'il prend ses fonctions en 2000, il y a un sous-marin qui coule, c'est le Koursk. C'est vrai. Et on n'a jamais retrouvé aucun marin, on n'a jamais retrouvé le Koursk, et on n'a jamais connu la cause exacte. Voilà. Et c'était au moment où Vladimir Poutine accédait vraiment à la première marche impériale de la souveraineté russe. Donc là, un peu plus de 25 ans plus tard, il essaye de corriger le tir, aussi peut-être d'un point de vue égotique, et de montrer qu'il revient là en correction de cet événement. On a parlé de la mer Noire, mais il faut parler aussi de la mer Baltique, il faut parler aussi aujourd'hui de la Méditerranée, où les Russes avaient des bases notamment en Syrie, et aujourd'hui ils se sont retirés en partie de ces bases maritimes. Donc je pense qu'effectivement, c'est ce qu'a dit le général, c'est une réaffirmation de la souveraineté russe d'un point de vue international, de se repositionner comme étant un acteur international incontournable, et effectivement de remettre aussi une pièce dans le fait de pouvoir dire au monde, vous voyez, demain nous serons encore capables de vous menacer d'un point de vue nucléaire. Donc il y a les deux agendas. Mais je pense aussi que là, il y a aussi une chose, c'est de voir quelle sera demain, je dirais, la configuration géostratégique qu'il va lancer. C'est-à-dire, est-ce que ça va vraiment modifier les rapports de force internationaux d'un point de vue des relations de force entre les Américains et les Chinois du point de vue maritime? Ou est-ce que, voilà, c'est une nouvelle, il l'annonce, c'est quelque chose qui a été fait à long terme, il y a 10 ans, certes, mais c'était quand même dans la longue chevauchée après la Tchétchénie, la Géorgie, etc. Donc il y a un long continuum là. Oui. Voilà. Général, il y a 6 autres sous-marins à propulsion nucléaire qui doivent être construits d'ici 2030. Donc on voit que voilà, il y a tout un projet derrière et toute une stratégie à long terme. Est-ce qu'il y a un équivalent en Occident de ce sous-marin quand on voit qu'il détient vraiment toutes les dernières armes modernes? Il est doté de 96 ogives. Sauf erreur de ma part, les sous-marins nucléaires français lanceurs d'engins ont la même capacité. On a 16 missiles à tête Mirvé, à 6 têtes chacune. Donc on est exactement dans la même dimension avec les nouvelles générations qui vont arriver. On tire entre 8 et 10 000 kilomètres de portée. Donc on a l'équivalent. Donc, mais n'oublions pas que la dissuasion nucléaire a pour objectif justement de ne pas utiliser l'arme nucléaire et d'éviter la guerre. Donc on est bien dans un rapport de force qui se construit. Il y a une question d'abord, je dirais, d'honneur national en quelque sorte, c'est un peu ce qui vient d'être évoqué. La Russie montre bien qu'elle est capable de fabriquer d'abord des sous-marins de haute technologie, avec des capacités de missiles aussi de haute technologie, qu'elle maîtrise le cheminement de l'arme nucléaire et qu'elle est capable de frapper loin. Tout ceci fait partie quand même de la notion, je dirais, de l'image de la Russie et de la puissance. Donc nous, on a la même chose, et surtout avec un avantage en termes pour la France, c'est qu'on est complètement indépendant. On ne dépend de personne, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, des Britanniques, qui, eux, sont dépendants en termes de missiles des Américains. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un officier américain à bord de chaque sous-marin nucléaire, si jamais les Britanniques devaient utiliser une arme nucléaire. Donc voilà, donc c'est la dissuasion nucléaire qui se met en place. Alors, effectivement, avec 6 sous-marins de plus, c'est énorme. Oui. Il y en avait déjà 5, on est à 11. Nous, je vous rappelle qu'on n'en a que 4, mais ça suffit largement. Une seule bombe nucléaire suffit, en fait. N'oublions pas. Et puis, je peux rebondir en fait sur Koursk aussi, enfin sur le sous-marin Koursk et non pas l'oblast de Koursk. C'est aussi le refus de Vladimir Poutine qu'on prenne tous les moyens pour aller sauver l'équipage qu'on pensait encore vivant, parce qu'il fallait faire appel à des moyens étrangers, américains notamment, me semble-t-il, pour sauver ces marins. Et le choix de Poutine a été de dire non, on ne les sauvera pas, pour pas que les autres, l'étranger, puissent savoir ce qui se passe dans ce sous-marin. Voilà. Donc il y a aussi un enjeu aussi énorme de cela. Donc remettre en avant le sous-marin, c'est important. Et puis, dernier point peut-être, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les flottes de surface sont quand même très vulnérables avec le développement des armes modernes, notamment des armes hypersoniques dont on parle de plus en plus souvent, et qu'aujourd'hui, le développement des sous-marins, quel que soit leur modèle, qu'ils soient d'attaque, c'est-à-dire propulsion nucléaire avec armes conventionnelles, ou sous-marins, lucères d'engin, ou sous-marins totalement classique, on est quand même à 450 sous-marins dans le monde et que chaque année, de nouveaux contrats sont passés parce que finalement, se dissimuler dans les eaux profondes ou dans les mers permet de frapper un peu n'importe où et ça donne une certaine forme de suprématie militaire dans l'espace maritime. Je lisais également que la Russie développait des sous-marins nucléaires de transport de gaz naturel liquéfié capables de naviguer dans les eaux arctiques sans brise-glace, qui n'est pas effectivement... J'allais venir parce que... Ce qui n'est pas non plus dans un contexte de réchauffement climatique, ce qui n'est pas non plus anodin pour contourner les sanctions occidentales. Mais bon, c'était pas encore au point sur un plan technique, mais tout de même, voilà. Oui, mais vous avez raison, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, on sait que
l'Arctique et l'Antarctique vont devenir des enjeux géostratégiques majeurs. Et qu'effectivement, là, avec sa proximité sur l'épaule, la Russie veut aussi mettre sa primature en termes d'acteurs incontournables sur cette zone-là, qui permet effectivement tout de suite de basculer vers l'Occident. Et oui, je pense que ça, ils l'ont en tête. C'est-à-dire ils savent pertinemment que le réchauffement climatique s'accélère et qu'ils pourront donc faire véhiculer ces sous-marins sans entrave, et que le premier qui sera sur place de façon massive va occuper un territoire qui aujourd'hui est terra incognita, pratiquement. Je veux dire, effectivement, c'est l'idée de trouver de nouvelles routes, et c'est aussi pour ça que le président américain a des visées sur le Groenland. C'est vrai que ça fait un petit temps qu'on n'entend plus parler du Groenland, mais peut-être que ça va revenir. En tout cas, 100 milliards pour la marine russe jusqu'en 2016. Et ça s'inscrit dans un programme de réarmement massif et global de Moscou. On en parlait. 2026. Pardon, oui, 2026, pardon. Oui, effectivement, parce que sinon ce serait un peu trop passé, on va dire. Donc c'était les renseignements ukrainiens qui nous alertaient hier, Magali. On va peut-être revoir ce que disait Kirilo Boudanov, qui est le chef des renseignements militaires ukrainiens, sur ce réarmement en cours. Il s'agit du plus important programme de défense mis au point par la Fédération de Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Voilà ce qu'il dit Kirilo Boudanov. Et évidemment, ce qui se passe dans la marine russe, Magali, s'inscrit totalement dans ce budget énorme, donc qu'on a commenté notamment hier. Oui, ça montre à quel point, en effet, la Russie est en train d'accélérer avec son industrie de guerre, son économie de guerre dont on parle en permanence, dont on montre encore cette semaine les usines qui fabriquent des drones et qui tournent à plein régime, qui fabriquent des chars. Mais là, ce qui est intéressant, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit moins peut-être, c'est en effet qu'il y a une volonté aussi de réarmer la marine russe. Donc tout ça participe du même effort. Vous avez 40% dans le budget russe qui est consacré à la défense, à la sécurité. C'est absolument gigantesque. Et ce que dit Boudanov, c'est qu'en effet, les budgets ne vont cesser d'augmenter jusqu'en 2026. 2030, vous savez, c'est aussi une date qu'avait donnée le général Burkhardt, notre chef d'état-major des armées, en disant attention, à cette date-là, la Russie sera une véritable menace pour nous, les Français. Il faut en tenir compte. Alors évidemment, Boudanov, en tant que responsable ukrainien, a tout intérêt à alerter aussi l'Occident en disant nous sommes la première ligne de défense, nous, l'Ukraine, mais demain, avec cette montée en puissance de l'armement russe, vous risquez vous aussi, d'être membre de l'OTAN, d'être en première ligne. C'est aussi ce message-là. Mais il est certain qu'on le constate, que tous les services de renseignement occidentaux parlent de cette montée en puissance de l'armée russe. Et que peut faire l'Europe, que peuvent faire les États-Unis face à cette montée en puissance? Il y a aussi du réarmement partout. États-Unis, Europe, on a vu 800 milliards d'euros sur la table pour essayer aussi de gonfler tout cela. Est-ce qu'on fait le poids face à la Russie ? Alors, à la date d'aujourd'hui, on ne ferait pas le poids si la Russie avait les capacités de nous attaquer. Maintenant, avec tout ce qui est fait en Europe et aux États-Unis indirectement, je dirais, le réarmement, il existe. Tout le monde, je crois, a bien pris conscience, au moins dans les différents gouvernements, que nous serons en situation dangereuse aux alentours de 2030. Il y a différentes dates, en fonction que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie. Le monde devient dangereux militairement. Donc, on a, en gros, 5 ans. Et c'est ce qui correspond après tout ce qui est exprimé comme objectif, pour être capable de dissuader toute agression militaire. Car aujourd'hui, nous sommes bien partis pour un monde complètement différent. C'est pas celui qu'on a connu. J'irai même plus loin qu'en Europe, je verrais presque aujourd'hui un nouveau rideau de fer, sauf que c'est peut-être nous qui allons le faire, simplement pour se protéger de la Russie. C'est-à-dire que tous les pays à l'ouest de cette ligne, de ce rideau de fer, seraient en position défensive, prêts à réagir face à une agression russe si jamais les Russes avaient envie de le faire. Mais il y a d'autres endroits dans le monde. Il suffit de voir les derniers conflits d'ailleurs entre la Thaïlande et le Cambodge, même si c'est très éloigné, mais on voit que partout les guerres réapparaissent, que partout le recours à la force militaire devient un recours que des États estiment légitime pour faire valoir leurs intérêts et pas forcément légal. Alors on pourra vous dire toute la journée, le droit international l'interdit, le résultat est que ça ne sert pas à grand-chose, donc on ne peut pas avoir la force pour faire appliquer ce droit. Or aujourd'hui, la force devient le recours à la résolution de ces problèmes politiques extérieurs en particulier et parfois intérieurs. Et donc effectivement, les années 2030, donc de 2027-2028, avec ce que disent les Chinois, jusqu'en 2030-2032, on est dans une phase très difficile où effectivement l'Europe
et les États-Unis d'autre part, mais au moins l'Europe doit être en mesure de se défendre seule. Ça veut dire réindustrialiser, se réarmer, mais aussi, pas uniquement se réarmer avec des armes, se réarmer moralement. C'est-à-dire accepter qu'il y a un risque et qu'il faudra que toutes les nations se sentent concernées.